BFM Business, BFM Crypto, le club. Intéressant ce club BFM Crypto alors qu'on est en plein enthousiasme là sur les marchés actions autour de la thématique de l'intelligence artificielle, alors qu'NVIDIA annonce des perspectives époustouflantes en matière de demande pour ses puces. Parce que l'essor à venir de l'intelligence artificielle générative positionne particulièrement bien NVIDIA. NVIDIA peut être en train de devenir le Tesla des semi-conducteurs. On va en parler bien sûr tout au long de BFM Bourse. Il nous reste quasiment 1h30 à parler ensemble et on va aussi en parler avec nos experts crypto bien sûr parce que c'est des technophiles. Pierre Noisa est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Président fondateur de Paymium. Jérémy Lebescomte nous accompagne aussi, journaliste pour Capital. Bonjour Jérémy. Bonjour Guillaume. Bonjour et puis Vincent Bois aussi avec nous pour IG. Bonjour Vincent. Ravi de vous retrouver aussi. Vincent, aujourd'hui on a une hausse du Bitcoin grâce à NVIDIA, pas du tout, une hausse du Nasdaq, grâce à NVIDIA. Mais justement, le Bitcoin n'en profite pas. On a cette petite décorrélation là, justement, entre le Nasdaq et le Bitcoin. Alors que le Nasdaq monte, le Bitcoin lui recule un tout petit peu. Bon, on est toujours autour des 26 400 $. Comment est-ce que vous voyez la suite, Vincent ? Alors c'est vrai qu'il n'en profite pas, mais en même temps, il ne poursuit pas sa tendance baissière. Si on regarde en comparant le Nasdaq, progresse certes, mais grandement grâce à NVIDIA qui compte pour 5,8% de l'indice. En tout cas, sur le Bitcoin, cela probablement permet de ne pas accélérer cette baisse parce que la perspective, sans parler d'une accélération baissière, est toujours d'aller chercher le seuil des 25 000, ce test important, voire en cas de cassure, les 22 700. Actuellement, nous avons un maintien sur le niveau, un double point bas que nous avons eu le 13 mai et hier sur les 25 800 $ et qui permet de se maintenir. Une hésitation tout de même parce qu'on n'a pas un retour au-delà de nos 26 600 qui permettrait d'aller chercher un niveau plus haut. Donc, même si la perspective dans les prochaines séances est d'aller tout de même chercher un point plus bas, et notamment ces 25 000 $, à court terme, nous pourrions voir un maintien, une résistance actuellement et aller chercher au-delà, si on venait casser les 26 600 pour aller chercher 27 500 $. Mais attention tout de même, la perspective reste toujours d'aller finir cette correction et notamment donc sur ces 25 000 $. Sur l'Ether, quelle perspective? Toujours avec votre regard technique pour la suite, en essayant de repérer les principaux seuils? Alors de la même façon, les perspectives sont souvent semblables, bien entendu, entre le Bitcoin et l'Ether. Toutefois, l'Ether se maintient sur ce seuil des 1800 $. On est en train de le tester une nouvelle fois à $1 près quasiment, et donc pourrait permettre de la même façon d'aller chercher ces 1890 à court terme, même si la perspective reste de finir cette correction et d'aller chercher d'abord les 1730 $, un test important sur ce niveau qui, en cas de cassure, pourrait permettre l'accélération. Donc, par la suite, peut-être la semaine prochaine, avec les risques, notamment le plafond de la dette qui peut impacter différents actifs traditionnels et le Bitcoin ou l'Ether. Mais à plus court terme, on voit un maintien sur ces 1800 $. Cela peut permettre d'aller tester d'abord, avant de finir la correction, d'aller d'abord tester les 1890 $. Et l'on rappelle qu'il ne faut investir que l'argent dont on n'a pas besoin. Bien sûr, c'est très spéculatif, en tout cas très volatile. Merci beaucoup Vincent Bois avec nous en direct depuis IG. Et donc la grande thématique du jour, c'est celle de l'intelligence artificielle. Cette incroyable envolée sur les marchés actions traditionnels d'NVIDIA, plus 25% NVIDIA. C'est la 6e plus grosse capi américaine et elle s'envole comme si c'était une brindille. Impressionnant NVIDIA qui, Pierre, vient frapper à la porte d'un club très fermé. Le club des sociétés américaines, des sociétés tout court, affichant une capitalisation supérieure à 1000 milliards. NVIDIA y est presque avec la hausse du jour. La demande liée à l'intelligence artificielle est telle que les perspectives d'NVIDIA époustouflent le marché. Quel regard technophile que vous êtes, est-ce que vous portez sur ce qui se passe aujourd'hui autour d'NVIDIA et sur la thématique de l'intelligence artificielle? Alors c'est très intéressant parce qu'on observe un peu les mêmes réactions par rapport à l'intelligence artificielle qu'on a pu observer par rapport à Bitcoin en particulier, au crypto en général, c'est-à-dire les risques. On parle surtout en France, on va surtout parler des risques, alors qu'en fait c'est un fantastique levier effectivement de gain de productivité, l'intervenant avant l'a dit, c'est-à-dire qu'on va libérer du travail humain. Aujourd'hui tout le monde raisonne en termes d'environnement, etc. L'énergie la plus précieuse, évidemment la plus précieuse, c'est le travail humain. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, je le rappelle souvent, le système bancaire au global emploie 50 millions de personnes dans le monde, ce qui correspond à une utilisation énergétique d'environ 1000 TWh par an, à comparer aux 100 TWh à peu près utilisés par Bitcoin qui sont d'ailleurs des surplus, contrairement à l'énergie qui est utilisée par le système bancaire, qui est de l'énergie premium
aux heures de pointe, Bitcoin utilise, lui, des surplus d'énergie renouvelable pour l'essentiel. Donc, on voit bien que l'enjeu énergétique est fort pour une transition vers un système monétaire différent, en tout cas alternatif comme Bitcoin. Et donc, évidemment, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend, qui est véhiculé, tout le message qui est véhiculé par les banques centrales. Et le parallèle avec l'intelligence artificielle, c'est que voilà, il y a du bad buzz autour des cryptos, comme il y a des craintes adossées aussi à l'essor de l'intelligence artificielle. Absolument. Vous établissez ce parallèle? Oui, absolument, parce que c'est pareil pour l'intelligence artificielle, on va décupler les possibilités. Alors plus du secteur tertiaire, c'est vrai, peut-être dans un premier temps, mais c'est évident que les gens vont être plus productifs. Je pense aux médecins, aux avocats, à toutes sortes de professions. Ils vont évidemment être plus productifs grâce à l'intelligence artificielle qu'ils peuvent l'être aujourd'hui, où ils doivent mémoriser, ingurgiter un flot de connaissances qui est devenu ingérable par un humain en réalité, ce qui aboutit à une hyper spécialisation, puisqu'on ne peut plus être qu'un spécialiste aujourd'hui vu le flux de connaissances qui arrive. Donc tout ça, c'est des choses qui sont rebattues grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est intéressant en tout cas de voir les réactions sur ce phénomène de l'intelligence artificielle, puisque pour moi elles font le parallèle avec ce qui s'est passé sur Bitcoin. Ouais. Les mêmes inquiétudes, alors qu'en fait ce sont des fantastiques opportunités qui s'ouvrent devant nous. Parce que vous dites l'intelligence artificielle peut permettre de réaliser un saut de productivité comme les cryptos, en tout cas le Bitcoin peut permettre un saut de productivité monétaire. Bien sûr, on dit qu'on manque de médecins. C'est vrai que former un médecin et faire de la médecine aujourd'hui, c'est un enjeu fort avec le vieillissement de la population. L'IA va évidemment pallier un certain nombre de déficits, je dirais, qu'on peut avoir aujourd'hui dans ce domaine. C'est évident. On manque de la justice. On dit que la justice est trop lente en France. C'est évident qu'avec l'intelligence artificielle, elle pourrait être plus rapide. Enfin, si on additionne tous ces gains de productivité, moi, je n'y vois que des opportunités et je comprends l'enthousiasme des marchés, comme on dit, les terribles marchés, c'est toujours la cible de toutes les critiques. Ici en France, c'est très français. C'est sûr, oui, je parle ici, on est à BFM en France. Donc, et BFM Business, on est un peu le radio long là-dessus, on est rare à comprendre les mécaniques de marché et à essayer d'en faire l'éducation aussi. Du tunnel. Mais effectivement, il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir et je pense que les cryptos font partie de ce mouvement. Pour moi, j'ai toujours dit Bitcoin, c'est une forme d'intelligence artificielle. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle générative, c'est de l'intelligence artificielle exécutive, puisqu'on exécute un protocole. Donc, c'est pas tout à fait pareil que ChatGPT, mais c'est tout aussi puissant pour libérer du travail humain qui, je le répète, est pour moi l'énergie la plus précieuse. Jérémy? Je suis en partie d'accord avec Pierre, néanmoins je vois le parallèle autrement, c'est-à-dire que je me rappelle d'un temps où Ether était sur le protocole de Proof of Work et les cartes Nvidia servaient notamment à miner de l'Ether, et néanmoins on se rappelle que ces cartes, l'action Nvidia était aussi liée finalement à ce qui se passait au niveau de la régulation et au niveau des questions énergétiques. Et il y avait de la spéculation et ça pouvait monter à la hausse lorsqu'il y avait de l'emballement autour des crypto-monnaies, en particulier l'Ether. Et puis, lorsqu'il y avait de nouveau des questions de réglementation, on voyait le cours Nvidia retomber. Et je pense qu'il faut se méfier, enfin, d'un point de vue spéculatif, il faut se méfier néanmoins parce que, on voit qu'il y a des questions réglementaires, notamment au sein de l'Union européenne, mais aussi aux États-Unis. Sam Altman, qui d'ailleurs est à Paris demain à Station F, lui a quasiment évoqué la possibilité de partir de l'Union européenne. Le fondateur de ChatGPT. Merci de le préciser. Donc il y a quand même quelques questions qui restent en suspens et je ne mettrai pas tout mon argent non plus sur Nvidia. Ouais. Attention, ça monte très vite, effectivement. Aujourd'hui, Nvidia, plus 25%, incroyable remontée. Puisqu'on en est à essayer d'établir des parallèles entre les enjeux autour de l'intelligence artificielle et ceux autour des cryptos, il y a de la politique derrière les deux. Et Ron DeSantis a annoncé hier, dans le camp républicain, sa candidature aux États-Unis pour la présidentielle. Il faut qu'on en parle ici aussi, dans le club BFM Crypto, parce que c'est un Bitcoin fan, un soutien fervent au Bitcoin. Il s'est plusieurs fois exprimé sur le sujet, Pierre. Tout à fait. C'est le gouverneur de Floride, donc il a dit notamment que les habitants de Floride pourraient payer leurs impôts en Bitcoin. Oui, il l'a pas encore fait. Ça fait un an qu'il essaye. Et il fait face à toutes sortes d'obstacles. Le Colorado l'a réussi, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas en Floride. Mais c'est dire qu'il y a des obstacles, même pour ceux qui sont motivés, même pour ceux qui sont puissants, parce qu'il est gouverneur de Floride. Mais par contre, le fait qu'il soit candidat et qu'il affiche cette position est assez encourageant quant à la compréhension des enjeux. Je pense qu'il a peut-être compris que le dollar, les jours du dollar en tant que seule monnaie régnant dans le monde était peut-être compté, qu'il
y a des velléités des BRICS que des alternatives se construisent et que peut-être finalement Bitcoin, quelque chose d'apolitique, c'était moins dangereux qu'une alternative politique comme celle des BRICS. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant qu'il ait compris ça et ça donne une portée géopolitique, je dirais, à cette adoption, évidemment, que le fait que ce soit un candidat à la présidentielle, sachant que côté républicain, côté démocrate, il y a Robert Kennedy Jr. qui là aussi a été plutôt positif sur Bitcoin. Donc ça fait deux candidats, un de chaque côté, républicain, démocrate, qui sont exprimés en faveur de Bitcoin. Je suis pas sûr que ce soit le soutien le plus sincère de Bitcoin. C'est probablement un coup marketing, puisqu'en effet, il avait promis qu'on puisse voter, qu'on puisse payer ses impôts en Bitcoin. C'est toujours pas fait, alors que la ville de Miami, elle, a réussi à le faire. Donc voilà, je pense que s'il voulait véritablement le faire, il aurait pu le faire bien avant. Néanmoins, je pense que c'est important. Alors bon, je vais pas trahir de secret en disant que Ron DeSantis, c'est pas forcément ma tasse de thé. Néanmoins, je pense qu'il parle de quelque chose d'important et très important aux États-Unis, c'est la liberté individuelle et le respect de cette liberté de propriété. Et c'est aussi une manière de se différencier, et c'est important, de Donald Trump, parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de points communs en termes politiques avec Donald Trump. Donald Trump, lui, n'était pas trop fan de Bitcoin. Ron DeSantis marque une différence. Et puis, il joue aussi sur les mêmes terres, comme vous l'avez dit, Pierre, du candidat démocrate, l'éventuel candidat démocrate Robert Kennedy Jr. Ça lui permet également de rester jeune. Donc je pense que c'est plutôt un bon coup. Et peut-être que des candidats en Europe et en France pourraient en prendre de la graine à ce niveau-là. Et pendant ce temps, on attend toujours aux États-Unis un accord sur le plafond de la dette. Il faut rehausser le plafond de la dette avant le 1er juin, sinon risque de défaut. Et évidemment, les choses à cette heure-ci ne sont pas encore réglées. Si vous nous suivez un peu plus tard sur le replay, évidemment, quand vous suivrez cette émission en replay, peut-être un accord aura-t-il été trouvé. Mais là, on est en direct ensemble et il est 16h51. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord, si bien donc que les marchés continuent de douter. On aurait pu penser que Bitcoin profite de la situation avec ce doute sur la viabilité américaine, la viabilité du dollar, un risque de défaut américain. On aurait pu se dire le Bitcoin sera perçu comme la solution, au moins par la communauté. Non, Bitcoin n'a pas profité jusqu'ici du stress autour de la dette américaine, Pierre. Oui, alors peut-être tout simplement parce que ce risque de défaut, il est intégré déjà dans le prix de Bitcoin depuis le début. En réalité, les États-Unis ont fait défaut tout récemment. En 1971, ils ont fait défaut sur une dette en or. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous vous souvenez, le dollar était convertible en or, donc chaque porteur d'un dollar avait une dette, avait de l'or qui lui était dû par les États-Unis pour le convertir ce dollar. Le 15 août 1971, Richard Nixon, donc 37e président des États-Unis, a dit il n'y a plus de convertibilité, donc ils ont fait défaut techniquement sur cette dette en or. Donc c'est quand même un précédent qui est assez récent. On n'a pas besoin de remonter au 19e siècle. Il y a déjà eu un défaut aux États-Unis. Voilà, un défaut américain, ça existe. Rappeler, donc ça veut dire que cette dette, de toute façon, est une fiction. Le remboursement de cette dette est une fiction. Je pense que tout le monde en est conscient. Enfin, j'espère. C'est pareil d'ailleurs pour la dette de la BCE. Enfin, la dette publique n'est pas faite pour être remboursée. D'ailleurs, les économistes l'assument parfaitement. La plupart disent un État, c'est pas en défaut tant que ça paye les intérêts sur la dette. Bon, alors ça veut dire que même si elle est jamais remboursée, tant qu'on peut payer les intérêts, tout va bien. Donc, de toute façon, on entretient une espèce de fiction. En plus, le chiffre de la dette lui-même, il n'est pas calculé de la même façon aux États-Unis qu'en Europe, comme vous le savez, puisqu'en Europe, on n'a pas mis les retraites des fonctionnaires dans la dette. Je rappelle que pour la France, on est à 3 000 milliards pour la dette publique, mais si on rajoute les retraites des fonctionnaires, on monte à 8 000. Il y a à peu près 5 000 milliards. Donc, enfin presque. Mais après, les calculs, évidemment, sont compliqués. Il y a toujours des gens qui essayent de la minorer. Mais en gros, on vous dit, alors on va la mettre hors bilan, la dette, la dette sociale, la retraite des fonctionnaires, parce qu'en fait, un État, figurez-vous, ça peut la mettre à zéro, cette dette. L'État pourrait théoriquement, effectivement, décider qu'il ne va pas payer les retraites des fonctionnaires. Vous voyez un peu à quel genre de délire on est pour faire croire que cette dette est remboursable. Moi, j'appelle ça quasiment de la manipulation comptable. Vis-à-vis de l'opinion, en tout cas, c'est une manipulation comptable. Les anglo-saxons ne le font pas. Donc je pense que ça illustre bien le problème de la dette, que ce soit dans le monde anglo-saxon ou chez nous, c'est qu'elle n'est pas remboursable et que personne ne veut le dire, clairement. Et c'est un peu inquiétant. Oui, et vous rappelez à l'ordre Joe Biden, parce que Joe Biden, lui, a expliqué, il n'y a pas très longtemps, l'Amérique n'a jamais fait défaut sur ses dettes et ce sera d'ailleurs jamais le cas. Voilà ce qu'il a dit. Il a menti 2 fois. D'abord en disant qu'elle n'a pas fait défaut et en disant qu'elle ne le ferait pas encore. La vision d'un bitcoiner. Jérémy. Moi, je suis d'accord sur le principe de la dette. Une dette est rarement remboursée par un État, en tout cas, et je suis entièrement d'accord avec Pierre. En fait, j'ai pas beaucoup la synthèse était véritablement parfaite. Néanmoins, le fait que Bitcoin n'en profite pas, je pense qu'il y a quand même un contexte macroéconomique qui ne dépend pas uniquement des États-Unis. Il y a un contexte inflationniste aussi, et généralement, Bitcoin réagit toujours avec un peu de retard. Faut pas non plus l'oublier, qu'il ne soit pas tout de suite au sommet. Ça ne m'inquiète pas véritablement. Je pense qu'il rattrapera son retard
à ce niveau-là. Il y a le halving qui se profile aussi dans un an. C'est-à-dire qu'on va réduire le nombre de bitcoins minés, Émis, tout à fait, ouais. Émis, La quantité de bitcoin qui va arriver sur le marché va être divisée par 2 dans moins d'un an. Donc ça va forcément avoir un impact sur le cours, puisque la demande, elle, ne va pas faiblir. Mais c'est pas déjà anticipé en bourse, souvent les choses sont anticipées. C'est ce qu'on disait sur la dette des États, et c'est vrai aussi pour le halving. On peut dire qu'il est déjà dans le prix, mais à chaque fois, on a pu vérifier que, en fait, ça avait quand même un effet. Quelques mois plus tard, généralement. Et donc, en fait, on passe de 6,50 bitcoins minés toutes les 10 minutes à 3,25 d'ici un an. Ça fait une réduction drastique de bitcoin en circulation. Effectivement, réduction drastique. On va continuer de parler d'une autre réduction drastique, c'est les volumes. Réduction drastique des volumes de transactions sur les NFT, en l'occurrence, volume de transactions à un niveau historiquement bas en ce mois de mai 2023. Oui, c'est encore plus spéculatif finalement que Bitcoin et le reste des crypto-monnaies, en tout cas en grande majorité. On a fait le point sur 21 millions, la newsletter dédiée de Capital à la crypto-monnaie et Capital.fr aujourd'hui avec Gauthier Zupinger qui lui est analyste en NFT sur nonfungible.com. Et en effet, on a un niveau historiquement bas avec 40 000 transactions hebdomadaires liées au NFT par semaine. C'est depuis début mai. En février, on était à 3 fois plus environ. En termes de volume généré, aujourd'hui, on est à moins de 5 millions de dollars par jour de transactions sur le marché secondaire. Début d'année, on était à peu près à 15 millions de dollars. Donc c'est vraiment un marché en déclin. Il y a des collections aussi qui valaient entre 5 et 10 000 euros, c'était excessif, mais qui aujourd'hui n'en valent plus que la moitié dans le meilleur des cas. Certaines sont retombées à des niveaux très bas, autour des 1 000 euros, des 800 euros. Alors ça reste évidemment très cher pour le commun des mortels, mais ça marque quand même un déclin. Comment on l'explique ce déclin ? La vitesse de ce déclin. Il y a un contexte macroéconomique aussi, l'inflation, etc. Tout le monde n'a pas non plus 1 000 euros ou 1 500 euros à mettre dans une image. Et puis il y a aussi de la liquidité qui est repartie vers des crypto-monnaies, mais les mêmes coins, vous savez, la crypto-monnaie PP, inventée toute pièce, sans utilité. Voilà, les spéculateurs qui étaient dans les NFT simplement pour faire de l'argent sont plutôt partis vers ces actifs-là. Et puis il faut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de NFT qui ont été conçus sans véritables fondamentaux, sans utilité. Et je crois que les utilisateurs en ont marre et ont compris le principe. Vous diriez que c'est le début de la fin de la mode des NFT ou pas ? Je pense que non. Et en revanche, il va falloir repartir sur des principes. C'est-à-dire que le NFT en soi, c'est pas un produit, c'est une technologie. Et il faut apporter donc une utilité à ce produit-là. On l'a vu avec certaines marques comme Starbucks, comme Reddit, comme Nike, qui ont apporté de l'utilité à ces produits. Michelin peut-être bientôt. Le groupe Casino, qui a une utilisation très importante sur la protection des données de ses utilisateurs liés au NFT. Et je pense que c'est ça qui va rester. En revanche, la partie spéculative et ses collections de 10 000 avatars, etc., ouais, c'est sur le déclin. Mais, un petit mot, Pierre. Oui, je pense que le NFT, l'application typique du NFT, c'est par exemple les marchés actions qui pourraient être fluidifiés par le fait de tokenisation des actions. Tokeniser des actifs du monde réel. Ça, oui, ça a du sens. Faire des œuvres d'art en NFT, personnellement, j'ai jamais cru. Je pense que c'est un certificat d'authenticité, c'est pas l'œuvre d'art elle-même. Je pense qu'il y a une confusion entre les deux, même s'il y a débat là-dessus. Ma conviction, c'est que le NFT n'est que le certificat d'authenticité. Et le débat se poursuivra à notre club BFM Crypto chaque après-midi. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le magazine Capital, incarné par Jérémy Lebescon. Merci Jérémy et merci à Pierre Noisa également de nous accompagner régulièrement, président fondateur de Paymium.